Eh bien, bonjour à tous. Donc, cet après-midi, je vais vous présenter la mise en demeure. Donc, pour réaliser cette présentation, le sommaire s'appuie sur 4 points. Le premier, c'est définir un petit peu le contexte et dans quelle situation je vais me placer. Donc, pour ça, j'ai appelé ça situation de mise en demeure. Le second point, je me mettrai avec la casquette du chef d'entreprise d'une PME et je souhaite rédiger une mise en demeure. Donc, voir quelles sont les modalités et ce que je dois faire par rapport à cette rédaction en précisant les obligations pour que la mise en demeure soit conforme à la réglementation. Et je finirai sur le point, à savoir en quoi le service Paxpar peut m'aider dans cette démarche de rédaction de mise en demeure. Alors, en ce qui concerne les situations de mise en demeure, donc il y a deux grandes situations, je dirais, sachant que ces situations ne sont pas du tout exhaustives, hein, c'est une analyse purement personnelle de la situation. Donc, soit vous êtes un particulier et dans ces cas-là, vous venez de recevoir une mise en demeure. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Et le second cas de figure, vous êtes un professionnel et vous avez des impayés par rapport à un client X ou Y. Et donc, dans ces cas-là, vous devez de faire quelque chose pour pouvoir récupérer l'argent qui correspond à ces impayés. Donc, la question est qu'est-ce que vous faites dans le cas d'un particulier ou dans le cas d'un professionnel? Donc, quand vous êtes particulier, quand vous recevez une mise en demeure, il faut déjà vérifier le bien fondé de cette action. Donc, vérifier certains critères pour vous demander si cette mise en demeure est bien appropriée ou pas. Sachant qu'au préalable, normalement, vous avez dû recevoir 2 relances avec des délais respectés. Et dans le seconde partie, côté professionnel, votre souhait, c'est de pouvoir être en capacité de générer, je dirais, un document, donc la lettre de mise en demeure, et qui soit conforme à cette réglementation. Volontairement, ma présentation, à savoir j'ai des impayés et je dois être en capacité de générer ce document, donc de générer la lettre de mise en demeure, et il faut qu'elle soit conforme à la réglementation. Donc par rapport à ça, vous êtes un professionnel, donc après il faut préciser si dans le cadre vous êtes professionnel, mais est-ce que vous êtes professionnel dans un grand groupe? Parce que dans ces cas-là, vous avez des services qui sont totalement appropriés et en adéquation par rapport à la fois à la réglementation, puisqu'il y a des services juridiques, il y a même des services de recouvrement qui vont faire pour vous la rédaction de la lettre de mise en demeure. Donc dans ce cas-là, il n'y a rien de particulier à faire, si ce n'est à demander à vos services de se mettre en ordre de marche pour pouvoir résoudre la situation conflictuelle dans laquelle vous vous trouvez vis-à-vis de votre client. Et par contre, là où ça commence à devenir intéressant, c'est si vous êtes une PME. Puisque dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément de service de recouvrement, parce que ça a un coût ça a des coûts. Et ce que vous souhaitez, c'est de limiter vos frais. Mais vous voulez quand même récupérer, votre objectif est véritablement de récupérer ces impayés. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation-là? Donc, vous n'avez pas de compétences en interne, mais vous ne voulez pas non plus dépenser une somme d'argent conséquente pour pouvoir récupérer vos impayés. Alors, donc là, on se place en qualité de chef d'entreprise d'une PME et ce que vous avez entendu ou ce que vous savez, c'est déjà dans un premier temps que toute lettre de mise en demeure doit être écrite. En aucune façon, une mise en demeure doit se faire de manière orale. Ça, c'est le postulat de base qui permet de formaliser de positionner, d'acter factuellement votre situation de conflictuelle avec votre client et de pouvoir aller plus loin dans la procédure. Mise en demeure, qu'elle soit conforme à 10 obligations. Donc pour ça, je vais prendre le site à l'intérieur duquel donc on a pu répertorier les 10 obligations qui doivent correspondre à une mise en demeure pour que cette mise en demeure soit valide. Donc la première, il faut mentionner le terme mise en demeure. Donc il ne doit y avoir aucune ambiguïté possible. Donc il faut véritablement que sur le courrier, vous ayez bien la rubrique de mise en demeure. Donc sur cet article, on vous conseille également, on vous apporte des conseils un peu plus précis pour pouvoir répondre à cette première obligation. La deuxième obligation, c'est la R2, c'est qu'il doit y avoir une date de rédaction de la mise en demeure. Puisqu'il faut que l'événement soit daté de manière à ce que à ce que dans votre chronologie, vous puissiez monter les pièces et que la chronologie soit logique en fonction des pièces que vous allez amener. La troisième rubrique, la troisième obligation, c'est les coordonnées du mis en cause ou du client débiteur qui doivent figurer en en-tête.
Donc au même titre que quand vous vous adressez un courrier à une personne, vous devez préciser les coordonnées des personnes qui sont concernées. La 4e obligation, c'est que le courrier de mise en demeure doit également comprendre les coordonnées de l'expéditeur. Donc ça, je dirais, c'est des choses assez traditionnelles quand vous écrivez un courrier. Il faut ensuite présenter un résumé du litige. Donc sur le résumé du litige, à ce niveau-là, on vous conseille véritablement d'être le plus factuel possible. Dans la description des faits, donc avoir des dates, avoir des pièces. Donc les pièces, dans le cadre de nos impayés, ça va être souvent des factures qu'il faut pouvoir joindre à cette demande de mise en demeure. Et nec plus ultra, c'est d'avoir également le fichier d'écriture comptable, ce qui fait que ça vous permettra, à date de la rédaction de la mise en demeure, de véritablement apporter toutes les preuves nécessaires en disant qu'à cette date-là, vous avez fait une extraction comptable et du coup, vos factures n'ont pas été payées puisque comptablement, elles n'ont pas été répertoriées. La 6e obligation, il faut détailler ce qu'une mise en cause doit faire pour se mettre en règle. Donc là, vous demandez concrètement que votre client puisse effectuer le paiement donc des sommes qui vous sont dues. La 7e obligation porte sur le délai raisonnable. Alors, de manière législative, il n'y a pas de limite. Enfin, il conseille le délai entre 8 et 15 jours, mais il n'y a pas véritablement un délai fixe. Ils appellent ça un délai raisonnable. Donc, si par exemple le client vous paye à, je sais pas moi, à 3 semaines ou à 1 mois, c'est pour résoudre le litige, c'est pas contradictoire. La 8e obligation, pardon, c'est vous devez préciser les conséquences auxquelles s'expose le destinataire dans le cas d'une non-réponse ou d'un refus de mise en cause. Donc ça, c'est également important pour savoir quand le client reçoit votre lettre de mise en demeure, qu'il soit en capacité de savoir quelle est la suite de l'histoire dans le cas où il ne paye pas vos impayés. Il faut que ce courrier soit également signé, donc signature de l'expéditeur. De préférence, une signature électronique, parce que ça permettra véritablement de garder cette information dans des journaux qui seront horodatés et qui feront vraiment foi sur la pertinence du document. Et la 10e obligation, donc vous devez énoncer les principes juridiques qui fondent la demande. Fondements juridiques comme la consommation, le logement, vie professionnelle. Donc voilà, en synthèse, je dirais les 10 obligations qui vous permettent de dire que si vous respectez ces 10 obligations, votre mise en demeure est considérée comme étant une mise en demeure qui est valide. Mais est-ce que c'est véritablement suffisant pour convaincre vos clients? Parce que vous imaginez que vous avez rédigé votre lettre de mise en demeure, vous la faites de manière électronique, donc elle est par écrit, vous respectez vos 10 obligations, mais est-ce qu'in fine, est-ce que ça va être suffisant pour que le client puisse vous payer? Et est-ce que le client, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il ne va pas rechercher un moyen de réfuter cette mise en demeure? Donc là, on a également sur notre site, on a également un article qui porte sur les refus de la mise en demeure et qui est en cours de rédaction. Mais dans ce qu'on a pu lire, on voit que quand vous avez une lettre de mise en demeure, vous pouvez la rédiger par vous-même, vous la signez, puisque vous êtes l'émetteur de ce document, mais le fait d'apposer la signature d'un homme de loi a un impact fort. C'est-à-dire que vous envoyez à votre client un message fort qui lui dit que dans le cas où vous ne concédez pas à régler cette somme dans les délais qui sont impartis, vous vous exposez à un déclenchement de procédure beaucoup plus virulente par la suite. Donc l'impact de la signature d'un homme de loi peut être intéressante, mais vous pouvez d'un autre côté rédiger votre lettre de mise en demeure et la soumettre à l'huissier qui lui viendra mettre sa signature. Après, l'autre question que vous pouvez vous poser, c'est quand devez-vous envoyer cette lettre de mise en demeure? Puisque la lettre de mise en demeure, quand vous allez l'envoyer, ça va dépendre quand même de la valeur du litige. Parce que si c'est un litige à 128 € ou si c'est un litige à 10 000 € ou si c'est un litige à 50 000 ou à 100 000 €, la nature même du résumé du litige et les intervenants vont être différents. À 1 500 €, vous pouvez imaginer que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes responsable de votre société, vous rédigez la mise en demeure, vous la signez et le client va
quelque part, va se dire: «Bon, je concède au règlement». Par contre, si le litige porte sur 100 000 €, peut-être que l'apport d'un huissier ou d'un avocat peut vous accompagner dans la prise de décision, je dirais, du client. L'autre fait important, c'est les délais des factures impayées. C'est ne pas attendre pour pouvoir déclencher une mise en demeure. Parce que dans cet article, donc où on répond à savoir si la rédaction, vous pouvez la faire par vous-même ou si vous devez la faire réaliser par un huissier. Ce qui est à noter, c'est que il faut véritablement faire attention au délai de prescription et ne pas dépasser la durée d'un an. Parce que sinon, c'est plus compliqué à réclamer les factures au-delà de 12 mois. Et vous avez, donc ça c'est pour les factures impayées de téléphone et d'accès Internet, et sinon, les opérateurs de mois. Et dans les autres cas, un professionnel dispose de 2 ans pour réclamer une dette à un particulier. Donc au-delà de ce délai, vous ne pouvez pas déclencher votre mise en demeure. Et ensuite, il y a les conditions générales, c'est-à-dire que dans la lettre de mise en demeure, vous pouvez rappeler aussi un petit peu vos conditions générales, puisque toute entreprise qui vend se doit d'avoir des conditions générales de vente qui sont rédigées, puisque c'est obligatoire. Et donc, dans ce cadre-là, vous pouvez rappeler vos conditions de vente et vous pouvez également appliquer des pénalités de retard en fonction du litige et en fonction de ce que vous ciblez par rapport à votre client. Donc ça, c'était pour savoir quand l'envoyer. Donc ne pas tarder, si vous avez des impayés, à envoyer votre lettre de mise en demeure avec certains rappels. Donc en synthèse, je dirais simplement que si vous êtes un chef d'entreprise, une petite PME et que vous avez des impayés avec un client et que vous souhaitez résoudre cette situation, vous devez dans un premier temps recenser toutes vos pièces jointes, que ce soit la facture extrait comptable, et ne pas attendre pour pouvoir réclamer, je dirais, vos impayés. Et maintenant, si vous êtes à la recherche d'un service qui soit capable de générer automatiquement cette lettre, donc on a aujourd'hui un site qui s'appelle Paxpar. Ce site permet à la fois de générer des documents qui soient conformes à la réglementation, donc générer documents de mise en demeure, et de faire la vérification automatique. Donc là, je vais me concentrer précisément sur la mise en demeure. Et ici, on décrit les risques que vous prenez dans le cadre d'une mise en demeure, et on vous propose la solution de pouvoir rédiger vous-même cette lettre de mise en demeure, puisque c'est beaucoup plus simple, rapide et sûr, en cliquant sur le bouton rédiger. Et donc de cette manière, vous avez la possibilité de tester par vous-même et de créer votre propre lettre de mise en demeure. Donc voilà, donc c'est pour ça que je disais essayez gratuitement notre service et vous avez juste à vous connecter sur le site paxpar.tech /site. Et en complément à cette offre, on vérifie également pour vous la possibilité de vérifier la conformité du document. C'est-à-dire que vous avez déposé vos factures, vous avez déposé votre extrait comptable et on a ce qu'on appelle une liste de points de contrôle qui sera réalisée sur l'application de votre lettre, de manière à vous garantir que au moment où vous avez édité cette lettre, vous l'avez signée. Donc, on vérifie votre signature électronique et vous pouvez l'envoyer par recommandé, par la poste ou voilà. Donc, voilà ce que je tenais à vous présenter cet après-midi, sachant que, donc si vous cliquez sur le bouton rédiger à ce niveau-là, on va vous demander une adresse mail et ensuite vous allez bénéficier de quelques crédits de manière à pouvoir générer la lettre de mise en demeure et la vérifier suivant un assistant. Est-ce que vous avez des questions? J'en aurais une, s'il te plaît. Est-ce que on est du coup on n'est pas obligé de passer par un huissier pour envoyer une mise en demeure? Non. Ok, super, je savais pas. La mise en demeure peut être générée directement par un chef d'entreprise et signée par ce chef d'entreprise pour pouvoir
demander le règlement des impayés. Mais il n'y a aucune obligation à ce que ce soit estampillé par un huissier, enfin par un homme de loi en général, que ce soit huissier ou avocat. J'ai une question. Vous m'entendez? Oui. En quoi la fourniture de la situation comptable a un sens juridique, puisque finalement, ce ne sont que les factures qui sont redevables. Alors, la fourniture d'écriture comptable permet simplement de statuer sur l'état de la facture. Est-ce qu'à date, au moment où je vais envoyer ma lettre de mise en demeure, est-ce que si j'ai 3 factures, admettons, de 100 € chacune, qui ont été émises à des dates différentes, est-ce qu'à date de l'envoi de la mise en demeure, est-ce que mes 3 factures sont bien dans l'état impayé? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été par mes services enregistrées comptablement pour pouvoir prouver que ces factures ne sont pas réglées par le client à date de l'envoi de la lettre. Le fichier d'écriture comptable est juste une vérification supplémentaire qui permet de dire que les factures qui sont jointes sont effectivement en statut impayé. Mais juridiquement, non, ça n'a pas de valeur, je pense pas. Ok, non, mais merci. Merci pour la réponse. Donc si j'ai 3 factures, c'est quelque chose que je peux vérifier par moi-même. Est-ce qu'il y a un moyen de faire cette vérification avec 120 factures? Oui, quand on est sur une plateforme, quand on est sur une plateforme, qu'on en dépose 3 ou qu'on en dépose 120, après il faut voir la manière dont on dépose les 3 ou la manière dont on dépose les 120 factures. Mais le raisonnement est le même que je travaille avec 3 factures ou que je sois avec une liste de 120 factures. Oui, La subtilité est peut-être simplement au niveau que si j'ai 120 factures, je vais déposer un fichier Excel reprenant la liste de mes 120 factures qui sont dans le statut impayé, en complément de mon fichier d'écriture comptable, alors que si j'ai 3 factures, je peux déposer les 3 factures PDF associées. Je dirais même que ça a d'autant plus d'intérêt avec 120 factures Avec qu'avec 3. 120 qu'avec 3, oui, tout à fait. Les risques d'erreur, de contradiction, d'oubli sont beaucoup plus importants à 120 qu'à 3. Et ne serait-ce que faire le tableau des créances quand il y a 120 factures, là, effectivement, ça peut être bien. Je crois que Jérôme lève la main. Oui, Ah ben, je vois pas parce que j'aurais une question. Du coup, avec votre système, combien de temps ça me prend de faire une mise en demeure pour un impayé de ma société? Je dirais que ça prend, après ça dépend, on va dire sur la base de 3 factures avec des 3 factures structurées, plus un fichier d'écriture comptable, ça prend 2 minutes, hein. Le temps de déposer les factures sur le site et de suivre les étapes de l'assistant et de générer le document. D'accord. Je rajouterais même qu'au-delà du temps pour constituer la mise en demeure, c'est le fait qu'on va très peu vérifier avec un outil comme ça. Si on doit la faire manuellement, comme il y a un enjeu derrière, hein, il y a peut-être un procès, un avocat ou je ne sais quoi, si on a 3 factures, on va peut-être mettre 2 minutes à les faire classiquement, mais on va mettre probablement 15 minutes à tout vérifier. Est-ce que les dates sont bonnes? Est-ce que j'ai bien mis le bon numéro de facture? Est-ce que ça correspond bien à mon relevé comptable? Alors que si là, on sait que le système, parce qu'on lâche les factures, il prend les bonnes infos, parce qu'on lâche la situation comptable, il fait le bon état, il n'y a pas besoin de vérifier ça. Il n'y a pas besoin de relire 4 fois comme on le fait aujourd'hui quand on fait un document à un avocat ou un document un peu contentieux, de pré-contentieux. On relit 4 fois le document par 3 personnes différentes. Enfin, c'est lourd. Alors que si on fait confiance dans l'automatisme, on peut largement alléger ces étapes-là. Donc, je dirais que le gain, il est surtout là-dessus. Ok, super. Vous avez d'autres questions? Pas pour moi. Pour moi, c'est clair. C'est vraiment top. Non, c'était bien. Merci.